Les cités antiques les plus célèbres recèlent encore des trésors cachés depuis des siècles et nous réservent bien des surprises. Mais grâce aux nouvelles technologies d'imagerie par scanner, on peut enfin lever le voile sur ces villes fascinantes. À commencer par Athènes, le berceau de la démocratie. Aujourd'hui, le Grand Athènes compte plus de 4 millions d'habitants. La ville a explosé au XXe siècle. Les sites et les monuments antiques côtoient l'architecture contemporaine et une urbanisation galopante. Cette juxtaposition du classique et du moderne crée un mélange décoiffant. Si les temples millénaires dominent le panorama de la ville, l'histoire d'Athènes est aussi écrite dans son sous-sol. C'est ce que je vais explorer. Je pensais connaître Athènes, mais je n'étais jamais venu dans un endroit pareil. Je vais travailler avec notre équipe 3D. On va scanner le rivage en prenant de la hauteur. Pour explorer le passé d'Athènes et son âge d'or, au cours duquel les citoyens ont conçu un système qui nous est encore cher aujourd'hui, 2500 ans plus tard, la démocratie. Je vais m'enfoncer au cœur d'anciennes mines d'argent. C'est inouï! Et utiliser la réalité virtuelle pour redécouvrir cette ville incroyable sous un jour complètement nouveau. Je me demande ce qu'elle regarde depuis 2500 ans. À Athènes, histoire et mythologie sont intimement liées. Dans l'Antiquité, on la considérait comme la cité des dieux. Nous allons découvrir la face cachée d'Athènes. L'Acropole, un plateau rocheux sacré en plein cœur d'Athènes. Il y a 5000 ans, au début de l'âge du bronze, ces parois abruptes offraient une protection à ceux qui s'y sont installés. Et au cours des siècles suivants, la ville s'est développée tout autour. À la fin du VIe siècle avant notre ère, un événement remarquable s'est déroulé ici. Les deux tyrans au pouvoir, fils de Pisistrate, sont évincés. Le premier est assassiné et le second, Hippias, est renversé en moins 510. Peu après, Clystène établit la démocratie. Et pendant l'âge d'or qui a suivi, les Athéniens ont construit des monuments qu'on peut encore admirer sur l'Acropole aujourd'hui. Je traverse les propylées, qui constituent l'entrée principale de l'Acropole. Ils ont été conçus pour canaliser le regard avant de découvrir ce qui est aujourd'hui l'un des bâtiments les plus importants de l'histoire. Le Parthénon, construit à la gloire de la déesse Athéna. À première vue, le célèbre temple est un modèle d'ordre et de symétrie. Mais à y regarder de plus près, il est encore plus impressionnant, car il n'a pratiquement aucune ligne verticale. Ces 46 colonnes extérieures sont légèrement renflées au tiers de leur hauteur et s'inclinent imperceptiblement vers l'intérieur à mesure qu'elles s'élèvent. Cette astuce architecturale donne au Parthénon sa grâce et sa majesté et crée l'illusion d'un temple tendu vers les cieux. Ce n'est pas seulement la beauté de cet édifice qui est frappante, c'est aussi la puissance du message qu'il porte. Il illustre le triomphe de la civilisation sur la barbarie. Et la cité dont il est le centre est le cœur battant de cette civilisation. Dans l'ombre du Parthénon se trouve un autre temple plus petit. Il attire moins les regards, mais n'en est pas moins important. C'est l'un des monuments les plus remarquables d'Athènes. Et nous allons découvrir pourquoi.
Le Parthénon est connu pour sa symétrie, mais on ne peut pas en dire autant de son petit frère excentrique situé juste à côté. C'est l'Érectéion. Dans l'Antiquité, on l'appelait simplement l'édifice qui abrite la statue d'Athéna. Mais c'est aussi la structure la plus irrégulière de la Grèce antique. Il ressemble à un pêle-mêle de différents styles d'architecture étrangement assemblés. La question est donc de savoir pourquoi il a été conçu comme ça. Nous allons tenter de le comprendre grâce à nos scanners 3D. L'architecte Matt Shaw supervisera cette tâche. Matt, on a affaire à un bâtiment particulièrement asymétrique. Alors comment on va s'y prendre avec nos scanners à laser? D'un côté, on a une architecture claire avec le Parthénon, alors qu'ici, vous l'avez dit, c'est plus complexe et même un peu confus. Donc la première chose à faire est de cartographier tout le plateau de l'Acropole pour bien en comprendre la géométrie. Nous verrons alors comment l'Érectéion a été intégré au site. Pour mettre l'Érectéion en contexte, Matt et son équipe vont créer un modèle 3D de l'Acropole. À partir de milliers de photos aériennes et d'une technique appelée photogrammétrie, ils essaieront d'expliquer pourquoi les Athéniens ont bâti l'Érectéion de cette façon. Pendant qu'ils se mettent au travail, je vais observer le temple de plus près. Il tient son nom d'Érecté, un des rois légendaires d'Athènes. Il serait mort foudroyé par Zeus, dieu suprême des Grecs. Ce monument déroutant l'est encore plus quand on s'aperçoit que les Grecs de l'Antiquité ont volontairement laissé un trou dans le toit et un autre dans le sol. D'après le mythe, c'est ici que l'éclair de Zeus est tombé du ciel pour frapper Érecté. Mais le lien avec la mythologie grecque ne s'arrête pas là. Ce temple se situe également sur le lieu d'une autre légende athénienne, le combat entre Poséidon et Athéna. Poséidon, le dieu des océans, défie Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre. Il se dispute l'Attique et surtout la protection de sa ville, Athènes. Poséidon aurait frappé la terre de son trident et créé un puits d'eau salée comme par magie. En réponse, Athéna aurait planté un olivier juste à côté. Le roi d'Athènes, chargé de les départager, a alors décidé qu'un olivier était plus utile que de l'eau salée et a déclaré la déesse victorieuse. C'est comme ça qu'Athéna est devenue la protectrice d'Athènes. Un olivier planté en 1917 occupe aujourd'hui la place de l'arbre d'Athéna. Sur un autre côté du bâtiment, on peut voir un portique soutenu par 6 statues de jeunes femmes, les Cariatides. Ce portique a également été construit à un endroit sacré. On a tendance à considérer les Cariatides comme de simples colonnes, mais elles ont en fait une fonction bien plus importante. Ce sont des gardiennes. À quelques mètres sous leurs pieds se trouve la tombe mythique du roi fondateur d'Athènes, Kékrops. Ces jeunes femmes font donc bien plus que tenir le toit sur leur tête. Elles forment la partie visible du tombeau de ce roi légendaire. Les monuments de l'Acropole sont devenus des symboles de la cité qui a donné la démocratie au monde. Mais pour les Athéniens, il s'agissait de lieux de culte sacrés. Le cœur politique de leur ville se trouvait ailleurs, à l'écart du bruit de l'agora, l'ancienne place publique. Voici la Pnyx,
La colline où siégeait l'Ecclésia. C'est mon endroit préféré à Athènes. Les citoyens de la ville s'y réunissaient pour écouter des discours et pour voter. Si un lieu peut prétendre avoir été le théâtre des premiers rassemblements démocratiques, c'est celui-ci. Mais ce n'était pas une démocratie au sens où on l'entend aujourd'hui. Seuls les hommes nés de pères athéniens faisaient partie des citoyens. Les femmes, les esclaves et les étrangers ne pouvaient pas voter. Les Athéniens auraient pu porter sur nos démocraties le même regard critique que nous sur la leur. Parce que nous ne votons pas individuellement pour chaque décision comme ils le faisaient. C'est sur la Pnyx que l'essence même de leur système politique s'exprimait grâce à la démocratie directe. Un vote de chaque citoyen sur chaque question. Notre équipe de numérisation travaille à dévoiler l'histoire antique d'Athènes qui se cache sous la surface de la ville moderne. Et Matt est maintenant prêt à me montrer les premières images de l'Acropole. Content de vous voir. Je suis impatient de voir les dessous d'Athènes, et en particulier de l'Acropole. Eh bien, asseyez-vous. Regardez. On peut survoler le site comme si on était en hélicoptère. Oui. Bien sûr, le regard se porte immédiatement sur le Parthénon, la pièce maîtresse de l'Acropole. Et voilà son petit frère excentrique, l'Érectéion, ce petit temple bizarrement conçu. Désassemblons un peu ce modèle. On va retirer l'Érectéion de l'image pour ne laisser que les fondations et les marques au sol. Et voilà, on a remonté le temps jusqu'avant la construction du bâtiment. Ce qui reste, c'est un terrain assez irrégulier. Le site n'est pas plat. Du côté sud au côté nord, on voit qu'il y a un dénivelé important. Il est supérieur à 3 mètres, donc l'espace est assez limité. Il y a des difficultés liées au terrain. Et qu'en est-il des endroits sacrés éparpillés dans cette zone? Pour commencer, il y a cet étrange trou dans le sol, ici. D'après la mythologie, c'est là que la foudre de Zeus serait tombée. On se trouve dans un cas où le sol lui-même fait partie de l'histoire du lieu. Oui, on garde la trace de cet événement dans le sol et on va ajouter des éléments de l'architecture. On vient de faire apparaître le portique nord en un instant. Et on peut voir qu'il y a une ouverture dans le toit. Elle se trouve directement au-dessus de la partie de terrain qui contient le trou sacré. Les Athéniens ont réfléchi à ce qu'ils voulaient construire. Il fallait que les dieux puissent le voir du ciel. Mais quelque chose a empêché l'extension du bâtiment. Oui. C'est l'olivier. C'est l'olivier. Que faire? Ils ne pouvaient pas déplacer l'olivier d'Athéna. Il a fallu travailler autour. Ça arrive aussi de nos jours. Certains arbres sont protégés et celui-là l'était. Interdiction d'y toucher. Voyons derrière l'olivier d'Athéna. Il y a un autre site sacré. C'est le portique des Cariatides, n'est-ce pas? Qui se trouve au-dessus de la tombe de Kékrops. Encore une fois, l'édifice doit respecter le lieu et le commémorer d'une certaine façon. C'est un mélange d'histoire, de tradition et d'architecture. Il y a des contraintes liées au terrain, mais aussi aux objets et aux endroits à respecter. Un bout de terre touché par les dieux. Un olivier offert par Athéna. Et la tombe du roi fondateur d'Athènes. 3 éléments sacrés unis par un temple qui abrite des sanctuaires et des reliques à la gloire d'Athéna et d'autres dieux. Quand on tient compte de tous ces facteurs, cette structure devient une solution ingénieuse au problème. Quand je regarde cette petite merveille de bâtiment,
Je ne le vois plus comme un petit frère excentrique du Parthénon, mais comme l'exemple parfait de ce dont les Athéniens étaient capables. Aujourd'hui, Athènes est une ville vivante et colorée, étroitement liée à la mer. C'est la capitale animée d'un pays qui tente de ne pas se faire distancer par ses voisins européens. À l'époque de la naissance de la démocratie, avant la construction des monuments de l'Acropole, Athènes avait déjà dû se battre pour assurer sa place dans le monde. En 490 avant notre ère, Athènes était une cité-État grecque entourée par des rivales, comme Égine, Corinthe et Sparte, la militariste. Mais la plus grande menace se trouvait à l'Est, où la puissance et les ambitions de l'Empire perse grandissaient. Athènes avait toutefois un avantage sur nombre de ses adversaires. Le territoire qu'elle contrôlait, l'Attique, était une péninsule riche en ressources naturelles, notamment ses collines dans le massif du Laurion, qui regorgeaient de gisements d'argent. C'était à l'époque un paysage marqué par l'exploitation intense du minerai, où travaillait une foule d'esclaves. La meilleure façon de savoir à quoi ressemblait ce monde est de descendre dans l'une de ces mines. On y va? Oui, Attention à votre tête. d'accord, je fais attention. Mon guide est l'archéologue Andreas Kapetanios. Il connaît ces mines mieux que quiconque. C'est ici que les galeries commencent. Ce sont les galeries de la mine? Oui, une partie. Elles sont comme les tentacules d'une pieuvre. Ils creusaient dans toutes les directions parce qu'ils cherchaient où se trouvait le minerai. Et on descend dans l'une d'elles? Oui, Dans ce cas, je vous suis. Je n'ai pas envie de me perdre là-dedans. il faut ramper ici. C'est bas et étroit. Vous venez, Michael? J'arrive. Ces tunnels ont été creusés par des mineurs de l'Antiquité à mesure qu'ils cherchaient de l'argent. Ils cherchaient le minerai qui contient l'argent. Si vous venez par ici, vous verrez les marques profondes laissées par leurs outils. En hauteur, cette galerie ne fait pas plus de 50 cm. Je ne comprends pas comment ils pouvaient se déplacer et creuser la paroi avec des outils. C'est affreusement étroit. J'ai l'impression qu'on entame une descente. Ici, vous avez des sortes de marches pour descendre. Ouais. Et on se retrouve dans un trou. J'avance la tête la première, en espérant ne pas le regretter. Andreas, c'est probablement le passage le plus étroit. Tout va bien. Tout va bien? Oui? C'est complètement dingue. Mais je dois avouer que c'est plutôt amusant. Vous êtes passé? Je crois que c'est bon. C'est incroyable. Vous venez? Cela fait réfléchir de se dire que ceux qui ont creusé ces galeries il y a 2500 ans étaient forcés de travailler ici au profit d'Athènes. Ce travail a été effectué par des dizaines de milliers d'esclaves. C'étaient des prisonniers de guerre, ou bien ils étaient achetés sur des marchés. Ils étaient extrêmement utiles. On pouvait voir des adultes et des enfants travailler ensemble. Des enfants? Oui. On ne peut pas s'empêcher d'avoir de la peine pour ceux qui ont dû creuser cette roche durant l'Antiquité. C'est la face cachée d'Athènes, la vraie.
ce dédale de tunnels exigus sera un véritable défi pour notre équipe de numérisation. Je pense que ça va être long. Ouais, On en a sûrement pour 6 heures. vraiment? Comment vous allez faire pour faire passer tout l'équipement dans ces galeries? Ce sera un travail d'équipe. L'un de nous devra ramper pour avancer et l'autre lui passera l'équipement. Il faudra se relayer. Je suis très curieux de voir à quoi ressemblait le minerai d'argent extrait de cette roche. Je peux vous en montrer un morceau. Ça brille. C'est vraiment beau. Voilà ce qu'il cherchait. Il faut 4 tonnes de minerai pour produire 2 kilos d'argent. Il a donc fallu déplacer des montagnes de roches. C'était la Silicon Valley de la Grèce antique. Nos scanners révèlent un labyrinthe de galeries et de chambres de plus de 100 mètres de long. Creusés à la main par des esclaves qui ont suivi un filon d'argent dans le sol. Et en surface, nos images montrent aussi les vestiges du lieu de traitement du minerai. C'est ici qu'il était nettoyé, puis broyé, avant d'être chauffé dans un fourneau à proximité pour en extraire l'argent. Plus d'1 millier de puits comme celui-ci ont été creusés dans le sous-sol du Laurion. Vers 480 avant notre ère, les Athéniens découvrent un nouveau gisement d'argent extrêmement riche qui permet à la nouvelle démocratie de se développer rapidement. La meilleure façon de dépenser cette manne financière fait l'objet d'un débat acharné. Nombreux sont ceux qui veulent distribuer l'argent en parts égales à chaque citoyen. Mais Thémistocle, stratège et chef des démocrates, expose de façon convaincante l'idée de financer une flotte de galères de combat pour défendre la ville. Le débat sur l'argent du Laurion et son utilisation s'est conclu par un vote démocratique. Et plutôt que de remplir ses poches, le peuple a décidé de construire une flotte. À l'avenir, la puissance navale allait être une caractéristique d'Athènes aussi importante que la démocratie elle-même. Cette puissance a pris la forme de navires de guerre appelés trières, en raison de leurs 3 rangées de rames. Longues de 36 mètres, légères et rapides, les trières sont équipées d'un éperon en bronze pour éperonner leurs adversaires. Ce sont des armes redoutables. En 480 avant notre ère, grâce à leur investissement judicieux, les Athéniens comptent 200 bateaux dans leur arsenal, alors que leur ville s'apprête à affronter le plus puissant empire de l'Antiquité. Au Pirée, le port d'Athènes, une suite d'événements décisifs se déroule. Une armée d'au moins 200 000 soldats perses est en chemin pour envahir Athènes et écraser la démocratie. La population entière est menacée et les Athéniens doivent décider s'ils veulent rester et se battre ou se retirer en mer. Thémistocle savait que les Athéniens n'avaient aucune chance de rivaliser avec la puissance perse sur la terre ferme. Il a donc convaincu les siens de prendre une décision extraordinaire. Abandonner Athènes, abandonner les terres de l'Attique et placer tous leurs espoirs de survie dans les coques de leurs navires. Et c'est à ce moment, par une décision démocratique, que l'histoire s'est jouée.
Les femmes et les enfants sont emmenés dans un endroit sûr, tandis que tous les hommes en âge de se battre prennent leur place sur l'étrière pour affronter les Perses en mer. Les Athéniens retirent leur flotte à une courte distance de la ville, dans une baie isolée où ils peuvent élaborer leurs plans. Ils sont rejoints par des alliés de toute la Grèce. Et en septembre 480 avant notre ère, ils se préparent à passer à l'action. C'est le début de la bataille de Salamine. La plus grande menace pour la première démocratie du monde. Et un des grands tournants de la civilisation occidentale. Jusque récemment, on pensait qu'il ne restait presque aucun vestige de cet événement. Mais en 2017, le professeur Yanos Lolos a découvert de nouveaux éléments pour comprendre à quoi ressemblait la baie à cette époque. À la veille de la bataille de Salamine, la flotte grecque unifiée était stationnée dans cette baie. Elle comptait plus de 300 trières. Vous avez conduit des recherches dans cette baie. Qu'avez-vous trouvé? Nous avons pu créer la première carte archéologique sous-marine de la baie et du port de Salamine. C'est un port fortifié de la cité-État d'Athènes. Il inclut un long mur qui se termine par une tour ronde. Le rôle crucial joué par ce port à la veille de la bataille de Salamine ne fait aucun doute. On imagine que les Athéniens ont pu voir leur ville en feu depuis les hauteurs qui entourent la baie. Là-bas, juste derrière? Oui. J'essaie d'imaginer la peur, la colère et le désespoir que les gens dans la baie ont dû ressentir. Oui, parce qu'Athènes n'était plus. Grâce à ces nouvelles données, notre équipe de numérisation a pu localiser les vestiges archéologiques. Notre modèle virtuel du mur et de la tour de défense du port montre que l'ensemble s'étirait sur 160 mètres dans la baie. C'est ici que les navires grecs se sont rassemblés pour affronter une flotte perse 3 fois plus nombreuse. Pour compenser ce désavantage, le général Thémistocle parvient à attirer les Perses dans le couloir étroit qui prolonge la baie, où le nombre de bateaux ne fait pas la différence. Alors que la flotte adverse s'engouffre dans un espace réduit, les Athéniens et leurs alliés se lancent à l'attaque, éperonnent et brisent les navires ennemis. C'est une victoire impressionnante. Mais elle a coûté cher à Athènes. Ses habitants retrouvent une ville en ruine. Même les monuments sacrés de l'acropole ont été détruits. Au cours de la décennie qui suit la victoire sur les Perses, les Athéniens prennent une décision étonnante. Plutôt que de reconstruire leur ville, ils choisissent de la laisser en ruine en mémoire de l'impiété des barbares. Mais s'ils ne remettent pas les décombres en ordre, ils bâtissent aussi vite que possible de nouvelles structures pour se protéger. Et c'est ce que j'essaie de trouver à présent dans les rues modernes d'Athènes. Je crois que je touche au but.
On m'a dit de prendre à gauche au niveau des toilettes. Et maintenant, je dois descendre un escalier. Le voilà. On ne voit pas ça tous les jours dans un parking. C'est un rempart vieux de 2500 ans. Un mur d'enceinte voulu par Thémistocle. On peut encore voir chacun des blocs soigneusement alignés les uns sur les autres. Je compte une couche, 2, 3, 4. La 5e disparaît dans le sol. Et nous sommes encore loin des fondations qui sont bien plus profondes. L'histoire veut qu'on ait demandé à tous les Athéniens d'arrêter ce qu'ils faisaient pour venir aider à la construction du mur. Ils ont mis tout ce qu'ils trouvaient dans les fondations. Des tambours de colonnes, des sculptures, des pierres tombales. Tout ce qui pouvait aider à ériger ce mur aussi vite que possible. Notre modèle virtuel montre que ce mur caché dans ce parking fait partie d'une série de constructions qui ont transformé Athènes. D'abord, les Athéniens ont enceint leur ville. Puis, à une dizaine de kilomètres de là, ils ont fortifié le port du Pirée. Et enfin, ils ont relié les deux par une double muraille, surnommée les Longs Murs. Ils étaient séparés de près de 150 mètres et mesuraient environ 3,50 mètres de haut. Une fois achevés les longs murs qui reliaient le port du Pirée au rempart entourant la ville, Athènes est devenue une île sur le continent. Aucune force uniquement terrestre ne pouvait donc espérer la conquérir. Pour beaucoup, Athènes semblait par conséquent imprenable. C'est un peu étroit, je roule dans l'eau, voyons si ça passe. Quand les Athéniens ont finalement reconstruit leur ville, ils ont voulu faire mieux et plus grand qu'auparavant. Ils se sont donc servis du paysage qui les entourait, puisque le sol autour d'Athènes est fait de marbre. Je pourrais dire que j'ai roulé sur une route de marbre. Je me trouve sur le Pentélique, une montagne d'où les Athéniens extrayaient leur marbre. La carrière de l'époque est toujours visible. Et l'archéologue Alexandra Marie va me la montrer. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous l'avez vue ? J'ai été stupéfaite par ce que j'avais devant les yeux. La voici. Waouh! La fameuse carrière. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui, et elle est énorme. Regardez la taille des parois qu'il taillait. Oui, oui. Est-ce qu'on a une idée de la quantité de marbre extraite d'ici? On estime à 400 000 tonnes la production de marbre dans cette carrière, qu'on appelle la carrière de la grotte. On peut voir toutes les marques d'outils, Oui. tous les coups de burin. D'abord, il fallait choisir un bloc de qualité, régulier et sans fissure. Ensuite, on commençait à marteler la pierre jusqu'à ce que le bloc se détache. C'est incroyablement dangereux. Oui, Long et éprouvant. tout à fait. Très éprouvant. Oui, oui, c'est vrai. Ensuite, il fallait le transporter jusqu'à une route spéciale appelée l'Itagoia, qui signifie acheminement de pierre.
Et il ne reste rien de cette route aujourd'hui? En fait, si. C'est vrai? Oui, une petite partie. Voici le début d'une longue route qui s'étendait autrefois sur plus de 18 km, de la carrière jusqu'au centre d'Athènes. Elle est encore en bon état 2500 ans après. Oui, C'est comme une piste de bobsleigh. oui, exactement. On pense que de la graisse animale était utilisée pour lubrifier les pierres et réduire les frottements. Donc si on lâchait par mégarde un bloc de marbre, il risquait de dévaler la montagne. Et un peu plus bas, on trouve justement un bloc qui s'est échappé. Regardez ça. Qu'en pensez-vous? Attendez un peu. Est-ce que c'est C'est un morceau de colonne. un tambour de colonne? Donc j'imagine que quelqu'un s'est laissé distraire par le paysage et a mal tenu sa corde. Apparemment. Et tout est parti. Ça pèse 10 tonnes. Vous imaginez devoir remonter tout en haut et dire aux ouvriers qui ont extrait ce bloc de pierre « Désolé, mais il faut tout recommencer. J'imagine, oui. » C'est l'illustration parfaite d'un incroyable processus. Oui, absolument. Le marbre extrait ici et transporté jusqu'à la ville est devenu le symbole de la nouvelle identité d'Athènes. Celle d'une cité au début d'un âge d'or, non seulement en matière d'art et d'architecture, mais aussi de politique, de philosophie et de culture. Un âge d'or qui a marqué durablement l'histoire de nos sociétés. On voit sur ce modèle 3D que le marbre du Pentélique a servi à ériger de nouveaux monuments sur les ruines de l'acropole. Les plus prestigieux d'entre eux sont le Parthénon, construit à partir de 447 avant notre ère. Puis les Propylées, le temple d'Athéna. Et bien sûr, l'Érectéion, tous bâtis sur une période de 40 années de créativité et de prospérité au cours de la deuxième moitié du 5e siècle avant notre ère. Athènes est alors la ville la plus puissante de Grèce. Et elle commence à étendre son influence en Grèce continentale jusqu'aux îles de la mer Égée et sur les côtes de l'Asie mineure. Mais cette suprématie est contestée. D'ici jusqu'au relief du Cap Saunion, on peut voir le Péloponnèse, où se trouve la plus grande rivale grecque d'Athènes, Sparte. Au cours de la deuxième moitié du 5e siècle avant notre ère, les deux villes se battent par intermittence pendant 30 ans. Athènes se repose sur sa redoutable flotte pour défendre sa cause. Tandis que ses citoyens trouvent refuge derrière les remparts de la ville. Mais en 405 avant notre ère, les Spartiates entraînent finalement les Athéniens dans une bataille navale désastreuse, avant d'assiéger leur ville affaiblie. Athènes est forcée de s'avouer vaincue l'année suivante. L'âge d'or de la première démocratie touche à sa fin. Ses idéaux et ses réussites vont toutefois perdurer. Notamment grâce aux Athéniens eux-mêmes, qui font leur propre éloge au cours des siècles suivants. Mais également aux Romains, qui prennent le contrôle d'Athènes en 88 avant notre ère. Lors des 2 siècles suivants, Athènes devient une sorte de parc d'attractions pour l'élite romaine. Au IIe siècle, l'empereur Hadrien devient un grand admirateur de la civilisation grecque.
Hadrien n'a pas seulement reconstruit certaines parties d'Athènes, il a fait de cette ville la sienne. Voici la porte d'Hadrien. Au-dessus de l'arche, on peut lire une phrase qui dit simplement « Ceci est la ville d'Hadrien ». L'empereur romain s'est donné pour objectif d'embellir Athènes. Et il offre à la ville de précieux cadeaux. Une bibliothèque, un gymnase et une chose encore plus essentielle dans la vie de tous les jours. C'est ce qui m'amène ici, sur le site du village olympique. Je vais explorer une merveille de la technologie romaine. Pour cela, je dois faire une nouvelle plongée souterraine. Tout se passe bien, Tim? Oui, je termine les derniers préparatifs. On peut sentir l'air chaud remonter du sous-sol. Je ne vois même pas le fond. Je n'ai aucune idée de la profondeur. Il faut descendre d'environ 16 mètres. La descente est totalement verticale. Ce puits mène à un aqueduc romain du IIe siècle. Filmé pour la première fois par nos caméras. Bon sang, ça devient étroit. J'entends l'eau couler. Voilà, j'atteins l'aqueduc souterrain. On y est. Je n'ai même pas la place de me tenir de face. J'ai ma lampe torche. L'exploration commence. Voilà l'eau. C'est extraordinaire. Ah, je suis coincé. Je suis vraiment coincé. Je dois me tourner sur le côté. On peut voir que le passage qui s'ouvre devant moi file tout droit. L'eau est fraîche. On dirait de l'eau de montagne. L'aqueduc achemine l'eau des collines autour d'Athènes jusqu'au centre-ville. J'essaie d'imaginer la vie de ceux qui sont descendus ici pour creuser cette galerie dans des conditions absolument épouvantables. Je me demande ce que sont ces petites cavités. Les ouvriers devaient s'en servir pour s'éclairer et voir ce qu'ils faisaient. Ils y posaient une petite lampe à huile qui produisait une lueur juste suffisante pour creuser la roche devant eux. Ma tête ne passe pas. Voilà, c'est bon. Il a fallu 15 ans pour creuser ce tunnel de 20 km de long. C'est une prouesse technique. Et j'ai quelques questions à poser à Shona Lee, une spécialiste des aqueducs. Shona, comment réalisait-on un tel projet à une telle profondeur? On creusait des puits à environ 35 mètres de distance. Et puis on essayait de les relier en creusant l'un vers l'autre. Et idéalement, on arrivait à se rejoindre. Que se passait-il si on ratait la première fois? Dans ce cas, il fallait faire une courbe en S pour se rattraper. Comme celle qu'on vient de passer? Oui, exactement, juste là. On parle ici d'un aqueduc de plus de 20 km de long. Oui. Comment parvenait-il à un dénivelé aussi régulier? C'est impressionnant parce que tout est basé sur la gravité. Si le dénivelé est trop important, l'eau se déplace trop vite et finit par détruire le tunnel. Et s'il est trop faible, l'eau ne bouge pas. Ici, l'eau coule toujours sous nos pieds. Absolument. Près de 2000 ans plus tard. C'est incroyable, n'est-ce pas? Cette partie est encore plus étroite. L'aqueduc est de moins en moins haut. Je vais devoir me mettre à quatre pattes pour avancer. Mais la récompense, c'est cet étonnant plafond voûté. Regardez ces marques étranges. Qui sait de quand elles datent?
C'est agréable de revoir le ciel. La numérisation montre l'aqueduc dans les moindres détails. On voit plusieurs de ces courbes qui ont permis aux ouvriers de se rejoindre. La section que nous avons scannée mesure un peu plus de 80 mètres de long. Et sur cette distance, l'eau est descendue de moins de 50 cm. Le dénivelé est si bien conçu que l'aqueduc a servi jusqu'au milieu du XXe siècle. Et ce n'est qu'une petite partie du réseau d'aqueducs qui s'étend sur près de 80 km sous la ville. En m'aventurant sous la surface d'Athènes, j'ai découvert de nombreux aspects de la ville antique. Et maintenant, je vais la visiter en réalité virtuelle. Ok, On peut y aller. je suis impatient de voir ça. Waouh! Donc voici l'acropole, bien sûr. En vue aérienne, on vole au-dessus de la ville. En fait, on peut se rapprocher pour avoir une vue détaillée des rectéions. C'est la plus belle maison de poupée du monde. Regardez ça. Et je peux y entrer. Oui. Je peux même m'y glisser en entier et l'observer sous cet angle. On est de retour à une échelle qu'on connaît bien. Le monde est à sa taille réelle. Grandeur nature. Mais on n'a pas le droit d'entrer ici, Non, dans le monde réel. on est en bas et on regarde le trou dans le toit depuis le trou dans le sol. Vous nous faites voler dans les airs. Oui. Maintenant, on peut se promener dans les rectéions. On vient de passer la porte. Attention, on arrive sur un mur. Il y a un mur. On vient de le traverser. Pourquoi pas? On est sous le portique. Waouh! Quelle vue! Je me demande ce qu'elle regarde depuis 2500 ans. Montez sur la marche et donnez-leur un coup de main. Si je mets le pied... Attendez. C'est une sensation étrange. Encore plus que de voler. Parce qu'on bouge en même temps. Et je suis juste à côté d'elle. On y va. Je vais vous dire, je pourrais le faire sans problème. Vous pourriez tenir la pose pendant 2500 ans? Avec une vue comme ça, Ouais, ce n'est pas si mal. il n'y aurait pas que des inconvénients. En regardant la beauté du Parthénon d'ici, on ressent le lien que les Athéniens ont voulu créer entre le paysage, le passé, le présent et l'avenir. S'il y a un endroit où se placer à Athènes pour comprendre ce que ça veut dire d'être athénien, c'est ici. Les Athéniens ont extrait de l'argent de leurs mines et voté pour l'investir dans une flotte navale. Ils ont construit des cales sèches pour préserver leurs navires, entouré leurs cités et leurs ports de murs impressionnants, et ont donné une identité unique à leur ville grâce au marbre issu de leur carrière. L'héritage de cette démocratie pleine d'audace n'est jamais tombé dans l'oubli. Quand on vient à Athènes, on est émerveillé par la beauté des monuments de l'acropole, le Parthénon et les rectéions. Mais je sais désormais que les parties cachées et méconnues de la ville sont tout aussi passionnantes. Les mines, les aqueducs et les carrières sont des espaces qui ont forgé Athènes. Ils ont permis la réalisation de rêves et d'idéaux qui nous inspirent encore aujourd'hui.